BFM Business, jusqu'à 18h, l'émission 100% Bourse. Intégrale Bourse, avec Grégoire Favet. Dans ces marchés hésitants qui plafonnent, on vous propose un plan de trading pour tirer le meilleur de cette tendance des marchés avec Marc Daguerre. Il vient de nous rejoindre, le PDG de DT Expert. Bonjour Marc. Votre sentiment de marché là pour ceux qui rentrent de vacances, ce CAC 40 qui végète Ah oui, on peut le dire. Ça fait depuis un bon moment qu'il végète. Chez nous, techniquement, il est à l'intérieur de ce qu'on appelle un drapeau, qui est assez facile à voir même pour les plus novices d'entre nous, c'est-à-dire deux droites parallèles descendantes, et le CAC n'arrête pas en ce moment de tester tour à tour ces deux bornes de façon parfois très très méticuleuse, avec, on a vu durant cet été parfois des semaines où par exemple on avait une semaine baissière jusqu'au vendredi où là d'un seul coup on explosait à la hausse, ou inversement des semaines haussières où le vendredi on s'effondrait, et on est toujours à l'intérieur de ce drapeau, ce qui nous donne vraisemblablement très peu d'indications concrètes. Sinon, un été en pente douce qu'on est en train de terminer et pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et une rentrée en pente douce qui s'annonce aussi, un automne tranquille ou un automne avec des soubresauts et un retour de la volatilité? Alors, il y a deux choses. D'abord, il y aura quand même un retour des investisseurs, fatalement, donc des augmentations de flux aussi, certainement. Je pense qu'on va avoir encore une fin août, début septembre, un petit peu tendue avec quelques hésitations, mais vraisemblablement, les graphiques pourraient être amenés à repartir à la hausse, vraisemblablement sur le dernier trimestre 2017. C'est-à-dire que techniquement, et ça fait du bien de vous entendre nous le dire, techniquement, il y a plus de potentiel à la hausse désormais sur le CAC qu'à la baisse. Après une baisse de 3% sur l'été. Justement, il y a eu une baisse, mais ce qu'on appelle une baisse sans véritable volume, sans véritable accélération, une baisse d'hésitation. On attendait beaucoup des banques centrales, on l'a vu, vous l'avez dit avec mes collègues précédemment, ça n'a pas donné grand-chose. Les résultats sont maintenant pratiquement tous derrière nous. On n'a pas grand-chose en ligne de mire, donc vraisemblablement, il peut se passer ce qui s'est passé depuis des années maintenant, c'est-à-dire que finalement la confiance va revenir et la hausse va entraîner la hausse. Et dès qu'on va avoir de nouveaux acheteurs, il se peut que les volumes augmentent et que finalement on retire ce marché à la hausse à nouveau, même si c'est de façon artificielle. Mais c'est ce qui pourrait se passer, oui. Bon, on a envie de partager votre optimisme, d'autant qu'il y a un retard sur les flux en Europe. L'Europe moins bien valorisée que Wall Street et qui pourtant a du mal à attirer les flux. Donc il y a aussi un potentiel, peut-être de ce point de vue-là, du côté des flux qui reculent à Wall Street comme jamais en 13 ans. C'est ce que nous disait tout à l'heure Jean-François B. Ça signifie qu'à Wall Street, pour le coup, et au contraire de l'Europe, le risque est plutôt baissier? Alors, les États-Unis ont une tendance à tirer à la hausse, à marcher en flux tendu, beaucoup plus facilement que nous en Europe. On est déjà sur des valorisations très hautes aux États-Unis. Donc la question de se dire est-ce qu'on peut raisonner maintenant en fondamental sur de tels niveaux, je pense que ça fait un moment dans ce cas-là qu'on aurait dû baisser. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de s'atteler chez nous, en tout cas à garder essentiellement un biais graphique. Et graphiquement parlant, on n'a pas encore de raison de véritablement s'inquiéter, même si au cas par cas, certaines valeurs commencent à faiblir un petit peu. Mais ça pourrait être des opportunités de revenir sur le marché qui pourraient s'avérer intéressantes, je pense, au dernier trimestre de l'année. Oui. Bon, alors justement, puisqu'on parle de valeurs, pour ceux qui souhaitent réaliser, pourquoi pas, du stock picking, en tout cas faire leur course en cette rentrée boursière, est-ce que vous voyez des valeurs à Paris qui affichent un vrai potentiel? C'est vrai que beaucoup ont atteint leurs objectifs, 10% je crois de la cote parisienne est sur des plus hauts historiques. Bon, ça veut dire qu'il va être de plus en plus compliqué de trouver des valeurs à fort potentiel de valorisation. Est-ce que vous en trouvez quand même, est-ce que vous en décelez quand même quelques-unes de votre côté? Alors l'avantage qu'on a effectivement, c'est que lorsqu'on peut viser large en termes de potentiel de portefeuille, il y a toujours au cas par cas, de façon historique, même dans des marchés baissiers, il y a quand même des valeurs qui tiennent à la hausse, et dans des marchés haussiers, il y a toujours des valeurs également qui consolident. Aujourd'hui, c'est vrai, vous l'avez dit, beaucoup de valeurs ont été sur des plus hauts historiques. J'ai sélectionné deux valeurs, une à l'achat, une à la vente, pour équilibrer un petit peu, parce qu'on est toujours dans une phase un peu trouble. Donc à l'achat, j'ai sélectionné Hermès, qui est une valeur du secteur du luxe, assez solide,
qui a résisté aux tempêtes comme très souvent, qui se maintient sur des bons niveaux aujourd'hui et qui, nous, techniquement, est en train de terminer ce qu'on appelle une petite phase de consolidation en drapeau. Donc ça peut être des zones d'entrée intéressantes autour aujourd'hui des 439 €. Et on pourrait viser 500 jusqu'à 595 €, c'est-à-dire quand même 30% à prendre effectivement dans les mois à venir. D'accord. Hermès à l'achat, donc même si on entend tout le temps que Hermès fait partie des valeurs chères du marché, c'est pas grave. Oui, mais alors les valeurs chères du marché sont Hermès, sont Kering, sont LVMH, mais ça reste des valeurs solides et qui... Moi, j'ai tendance à pas trop écouter ce genre de choses parce que sinon, c'est le meilleur moyen de se tromper, c'est d'écouter les consensus un peu trop évidents en fait. Donc Hermès à l'achat potentiel, donc jusqu'à vous disiez 580 €, pourquoi pas hein. Oui. 430, on est actuellement à 438,90 €. Ça, c'est votre valeur, on va dire positive. Oui, tout à fait. Et à la baisse, j'ai sélectionné Vallourec. Alors Vallourec est une valeur très populaire puisqu'elle génère toujours beaucoup de volume. C'est une valeur qui n'est pas très chère, que les investisseurs suivent beaucoup. Et Vallourec, après un rebond très vif, a entamé une phase de consolidation et est venu récemment enfoncer ce qu'on appelle nous un niveau d'overlap, c'est-à-dire une ancienne zone de support intéressante. Et ça génère un potentiel de baisse sur le titre assez conséquent. Ce qui veut dire que pour nous aujourd'hui, effectivement, on pourrait rentrer sur Vallourec autour des 4,30 € en visant dans un premier temps les 3,20 €, ce qui est déjà 25% plus bas, mais sur une valeur, attention, qui est assez volatile. C'est-à-dire que c'est une valeur qui peut prendre ou perdre 3-4% assez facilement, régulièrement. Toujours hyper volatile, en effet, Vallourec, actuellement à 4,18 € que vous voyez plutôt baisser. Vous êtes à la vente, vous le conseillez à la vente. Puisqu'on parle de Vallourec, tiens, les cours du pétrole, oui. Cette tempête tropicale, ex-cyclone Harvey au Texas, Exxon qui annonce aujourd'hui la fermeture de sa principale raffinerie là-bas au Texas. L'impact sur les cours, il n'est pas très fort. Enfin, on est toujours à 52 $ sur le Brent. Ouais. Ça signifie que le potentiel de hausse sur le pétrole, il n'est pas si important que ça, finalement ? Alors, le pétrole, c'est sans doute l'un des sous-jacents les plus délicats à analyser parce qu'il dépend d'un nombre de facteurs très différents. Il est très lié à une conjoncture à la fois macroéconomique, il est aussi lié à la conjoncture géopolitique. Donc c'est évidemment un des sous-jacents qui dépend d'un nombre de facteurs parfois totalement erratiques. Aujourd'hui, graphiquement parlant, et ça fait un moment, le pétrole est complètement fermé dans un canal. Pour parler du Brent européen, il est grosso modo entre les 60 $ à la hausse et autour des 44 à la baisse. On a beaucoup zigzagué à l'intérieur de ce canal, ce qui fait que plus on zigzague à l'intérieur du canal, plus le canal a de l'importance techniquement parlant, c'est-à-dire qu'on peut s'y fier. Très honnêtement, même si ça ne va pas forcément aider les très court-termistes, mais pour ceux qui regardent le pétrole sur du plus long terme, tant qu'on est entre ces deux zones, c'est très difficile de se prononcer. Mais effectivement, on peut toujours, pour l'instant, attendre un retour sur la bande supérieure du canal autour des 60 $. 60, c'est la bande supérieure. Un dernier mot, parce que le pétrole dépend aussi des devises. Et les devises, en ce moment, elles déconditionnent pas mal la tendance des marchés, des grands indices mondiaux. L'euro, 1,1950 $. Là, au moment où on se parle, 16h26, des plus hauts toujours de 2 ans et demi et presque la barre $1,20. On va l'atteindre. Alors, nous, graphiquement, là pour le coup, autant il y a des moments où on se dit, il faut savoir dire quand qu'on n'est pas très sûr ou qu'on n'a pas une vraie tendance. On peut toujours se tromper. Nous, là, sur l'euro, on est quand même un peu plus ferme aujourd'hui. On est positif, c'est-à-dire acheteur en euros. Et on a un target qui est pas plus bas que sur les 1,28. Donc ça veut dire qu'effectivement, sans pour autant qu'il y ait peut-être une phase de consolidation intermédiaire, mais là, le prochain objectif ferme qu'on a sur l'euro-dollar, c'est 1,28. C'est énorme. Ah, c'est énorme. Mais on n'est qu'à 1,1950, vous nous dites prochain objectif minimal, c'est 1,28, minimal. Alors c'est énorme, mais on était à combien il y a quelques mois on était retombé à 1,05 à un moment, on est à 1,19. On est même pas à mi-chemin. Oui, c'est peut-être énorme. Ça peut paraître énorme, mais vous verrez, je pense que ça l'est pas tant que ça. C'est l'analyse technique, purement technique. Là, vous ne prenez pas en compte les fondamentaux. Techniquement, 1,28. C'est le minimum. Techniquement, 1,28. Oui, tout à fait. Bon. Et ça aurait un impact sur les indices
forcément. Oui, forcément, l'euro a souvent un impact sur les indices. Ça va forcément conditionner l'équilibre. Oui, mais ça ne vous empêche pas de dire que pour la fin de l'année, vous êtes plutôt haussier sur le CAC 40. Vous voyez à la fois une hausse de l'euro et une hausse des marchés européens. Oui, alors ça peut paraître contradictoire, mais il peut y avoir des moments où... de toute façon, les indices ne baissent pas chaque fois que l'euro monte et vice-versa. Hein. On peut être dans des contextes où... sur certaines phases de marché, on va pouvoir avoir un euro qui monte avec des indices qui montent, on l'a déjà vu. Et là, je pense effectivement que c'est le scénario à jouer sur la fin de l'année. Bon, on aurait le beurre et l'argent du beurre. Alors, la hausse de l'euro et la hausse des marchés actions. Écoutez, on verra. Hein. On espère. Marc Daguerre, merci beaucoup d'être venu nous voir, le PDG de DT Expert avec nous aujourd'hui dans Intégral Bourse. Aujourd'hui, l'euro monte et le CAC recule. Pour le coup, moins 0,2 sur le CAC, l'euro 1,1950 $. Wall Street, de son côté, est mitigé en attendant le rapport sur l'emploi américain vendredi. Puis en Europe, le principal rendez-vous de la semaine, ce sera l'inflation zone euro. Vous savez que la BCE la suit comme le lait sur le feu. Cette inflation sera publiée, elle, jeudi. On a le temps d'en reparler, bien évidemment. On se retrouve dans un instant pour la suite d'Intégral Bourse. On dressera encore plus de perspectives. On vous apportera encore plus d'idées pour investir. À tout de suite sur BFM Business. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.